Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc je vais parler de limites d'échelle de cartes aléatoires, qui est un domaine qui a vraiment explosé ces dernières années. Donc je vais parler de choses qui sont plutôt plus anciennes et j'essaierai à la fin de raconter certains des développements les plus récents. Et je vais commencer il y a plusieurs façons d'entrer dans le domaine des cartes aléatoires, mais une de ces façons-là, c'est de partir de la littérature de la physique théorique vers les années 80, où on se pose une question dans le cadre d'une théorie que je ne comprends pas, qui s'appelle la théorie de la gravité quantique, qui consiste essentiellement à regarder des géométries. Alors, en gravité, on regarde plutôt des géométries en dimension 4, 3 dimensions d'espace et une de temps, mais déjà en dimension 2, il y a des choses intéressantes qui se passent. Et ces géométries, on essaye de les choisir au hasard. On essaye de les faire fluctuer, quoi. Donc une question qui ressort dans ce domaine-là, c'est à quoi ressemble une sphère de dimension 2 si on la munit d'une métrique qu'on choisit en quelque sorte uniformément au hasard. Évidemment, cette question est mal posée pour tout un tas de raisons. D'abord, il n'y a pas de façon naturelle de mettre une mesure uniforme sur l'ensemble des métriques, disons, riemanniennes sur la sphère de dimension 2. Donc, cette question, a priori, n'a pas vraiment de sens. Néanmoins, il y a une grande partie des probas du XXe siècle qui se sont attelés à répondre à une forme de cette question dans le cas de une dimension, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si au lieu de choisir une surface au hasard, je choisis une fonction continue, mettons de 0,1 dans RD totalement au hasard. Et il y a, disons, plusieurs façons d'interpréter et de répondre à cette question, mais une façon très naturelle, c'est d'essayer de discrétiser en quelque sorte la question, c'est-à-dire de remplacer les fonctions continues par des chemins choisis au hasard parmi un ensemble fini de chemins, et puis ensuite de regarder si on peut prendre une limite d'échelle de ces objets-là. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement bien compris et qui donne, disons, qui donne naissance à la théorie des marches aléatoires et du mouvement brownien. Donc dans son expression la plus simple, on peut énoncer les choses sous cette forme. Donc je vais prendre une suite de variables aléatoires xi-n qui sont uniformes parmi les 2D directions données par les vecteurs de la base canonique de RD ou leur opposé. Donc je choisis chacune de ces directions avec proba 1 sur 2D uniformément, donc au hasard, et indépendamment quand n varie. Je fais la somme de ces pas, ça me donne donc une marche aléatoire, sa position à l'instant n, c'est la somme des n premiers pas. Donc voilà par exemple une simulation d'une grande marche aléatoire en dimension 2. Et le résultat de base des probabilités nous dit où se trouve à peu près cette variable aléatoire cette marche aléatoire au temps n. Ça nous dit que ça nous dit qu'elle se trouve à peu près à distance racine de n de l'origine, et plus précisément, si je renormalise Sn par racine de n, eh bien j'ai convergence en loi vers une variable aléatoire qui est gaussienne standard dans RD. Donc en particulier, la position, une fois renormalisée par racine de n, ça reste une variable aléatoire qui est, disons, relativement bien concentrée près de l'origine. Et puis, si on veut, donc ça nous dit où se trouve la marche aléatoire au temps n. Si on veut rendre compte de l'état de toute sa trajectoire, eh ben on peut appliquer le théorème central limite en différents instants de la marche aléatoire, et on obtient à la limite un processus qui est bien sûr le mouvement brownien, dont les accroissements vont être des variables aléatoires gaussiennes indépendantes. Et on peut rendre compte de cette convergence dans un sens fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir convergence de la trajectoire de la marche aléatoire vue comme une fonction, disons je peux prendre une interpolation continue, ou c'est pas très important, je vais avoir disons convergence pour la norme uniforme sur les compacts de cette trajectoire vers le mouvement brownien. Donc
ça nous dit que le mouvement brownien, c'est un bon candidat pour être une trajectoire de fonction continue choisie uniformément au hasard, mettons, puisque c'est la limite de trajectoire discrète choisie elle-même uniformément au hasard. Et ce qui peut donner un petit peu plus de force encore à cette assertion, c'est que en réalité, le choix des accroissements que j'ai choisis n'a essentiellement aucune importance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je choisis les accroissements xi1, xi2 indépendants et de variance finie, donc disons avec une matrice de variance-covariance qui est scalaire, donc là j'ai choisi la matrice identité, alors la limite de cette marche aléatoire est la même, c'est toujours le mouvement brownien. Donc ça c'est le caractère bien sûr universel du mouvement brownien. Donc c'est ce qui fait que le mouvement brownien est un outil central disons en théorie des probabilités, c'est à la fois c'est entre autres ce caractère universel. Alors maintenant, si on revient à la question initiale sur qu'est-ce que c'est qu'une surface choisie uniformément au hasard, une façon de répondre à la question, c'est d'abord de choisir un objet discret qui serait un bon candidat pour une notion de surface discrète qu'on pourrait ensuite faire, dont on pourrait prendre une limite d'échelle. Et l'analogue deux-dimensionnel naturel des marches sur réseau, enfin ou en tout cas un de ces analogues, c'est les cartes. Donc une carte, ou disons une carte plane, c'est un plongement d'un graphe, alors j'ai dit multigraphe, c'est-à-dire que j'autorise éventuellement certaines arêtes à être multiples ou avoir des boucles, dans la sphère de dimension 2. Donc par plongement propre, j'entends que deux arêtes de ce graphe ne vont jamais se croiser, sauf éventuellement aux extrémités. Donc quand j'ai un graphe plongé, j'ai un petit peu plus que la structure de graphe qui est juste les sommets, les arêtes et la relation d'incidence des arêtes. Le plongement me donne une troisième structure qui est celle des faces, qui sont les composantes connexes du complémentaire du plongement du graphe. Voilà, l'information des faces est quelque chose qui n'était pas présent dans la donnée du graphe. Et on peut interpréter une telle carte comme une surface discrète en disant que chacune de ces faces, qu'on peut voir comme un polygone, eh bien, je peux le voir comme juste un polygone régulier muni de la métrique euclidienne. Et puis, je considère disons la surface, enfin la variété riemannienne, peut-être avec quelques singularités, qu'on obtient en recollant ces polygones munis de cette métrique uniforme. Alors c'est une façon de le voir comme une surface discrète, mais évidemment on peut mettre d'autres notions de distance, et un peu plus tard on prendra juste la distance de graphe qui est pour notre question la plus simple à considérer. Alors juste, histoire de fixer un peu les notations, on dit qu'une carte est enracinée si on a distingué une de ces arêtes avec une orientation. Donc l'enracinement c'est quelque chose qui est commode pour compter les cartes, parce que ça nous permet de donner un point de départ, ça permet en quelque sorte de fixer un système de coordonnées dans la carte, on a une origine. Et quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que, pour bien fixer les idées, deux cartes qui sont alors, si j'ai un plongement d'une carte dans la sphère, par exemple celle-ci, et que je m'amuse à déformer un petit peu une de ces arêtes, je considère que ça c'est la même carte. Autrement dit, deux cartes, je les identifie s'il existe un homéomorphisme de la sphère qui préserve l'orientation et qui m'envoie le premier graphe sur le deuxième. Par contre, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que cette carte va être différente de celle-là, où j'ai fait rentrer cette arête à l'intérieur de cette face, pour la bonne raison que les degrés des faces ici ne sont plus les mêmes. Ici, j'ai le recollement d'un carré avec un triangle, et puis à l'extérieur, j'ai un polygone de degré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un heptagone, alors qu'ici, j'ai un triangle recollé avec à l'extérieur un pentagone, et ici, j'ai un hexagone. D'accord ? Donc je ne sais pas si le dessin est clair. Ce que j'entends ici, c'est que, vous voyez, cette carte, je peux la voir comme un carré, un triangle, où j'ai identifié ces côtés de cette façon-là, et puis un heptagone, alors, que je vais tracer ici à l'extérieur, mais dans lequel j'ai identifié deux de ces
de ces arêtes consécutives. D'accord ? Et ce qui m'intéresse, finalement, c'est vraiment l'information combinatoire de ce recollement et pas vraiment le plongement particulier de la carte. Donc quand on fait ça, eh ben, l'ensemble des cartes, mettons l'ensemble des cartes enracinées, c'est juste un ensemble dénombrable. Et donc, on va pouvoir définir des mesures dessus sans se poser trop de questions existentielles. Donc ça, c'est ce que je raconte ici. Deux cartes sont identifiées si je peux les envoyer la première sur la seconde par un homéomorphisme de la sphère qui préserve l'orientation. Et maintenant, si on considère l'ensemble des classes d'équivalence des cartes enracinées, donc on obtient un espace dénombrable, et on peut essayer de compter, mettons, les cartes où on a fixé le nombre d'arêtes. Et une fameuse formule de Tutt, donc Tutt est celui qui a commencé à lancer la théorie énumérative des cartes. Et on se rend compte que, par exemple, si je regarde le nombre de cartes enracinées à n arêtes, j'ai une formule extrêmement simple qui est juste un nombre de catalans, 1 sur n plus 1, n parmi 2n, fois un préfacteur, donc 3 puissance n, fois 2 sur n plus 2. Donc cette formule a été obtenue par Tutt en considérant la fonction génératrice des cartes, comptée par le nombre d'arêtes, et en donnant une méthode portant purement sur les fonctions génératrices qui, à la fin des fins, à la fin du calcul, on utilise une petite inversion de Lagrange et puis on obtient cette formule extrêmement simple. Et c'est que bien plus tard, en fait, qu'on a donné des interprétations bijectives qui permettent d'expliquer la simplicité de cette formule. Donc j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Alors maintenant qu'on sait que les cartes à identification près forment un espace dénombrable, qu'on sait les compter, on peut les choisir au hasard. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et je commence par montrer quelques simulations. Donc ici, on a pris une quadrangulation uniforme. Donc une quadrangulation, c'est une carte dont toutes les faces sont de degré 4, avec 30 000 sommets ou 30 000 faces. Je me trompe peut-être de 1 ou 2 ici, par Jean-François Marquer. Donc on obtient... Alors ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette quadrangulation en tant que graphe qui a été tracée dans R3 par un logiciel qui interprète les sommets comme des petites charges électriques qui se repoussent les uns les autres, mais qui sont néanmoins, dont les arêtes s'interprètent comme des ressorts qui cherchent, elles, à rapprocher les sommets. Donc, en quelque sorte, ce plongement va essayer de plonger le graphe de façon à être relativement fidèle aux distances de graphe. Donc, évidemment, on voit bien que dans cette image, certaines des arêtes sont très allongées par rapport à d'autres, mais moralement, ce qu'on voit ici est à peu près une image qui essaie d'être la plus fidèle possible à la métrique sur la carte, à la distance de graphe sur la carte. Et on voit qu'on a un objet qui est très, très irrégulier. Donc, on voit ici d'autres simulations, une par Nicolas Curien, où on voit un petit peu mieux les faces ici. Donc, les faces ici sont des triangles, mais c'est juste parce que les carrés ont été scindés en deux par les diagonales. C'est plus facile pour le logiciel de tracer de telles cartes. Et voici encore une quadrangulation, celle-ci non pas de la sphère mais du tore, qui a été tracée par Jérémy Bettinelli. Donc on voit des surfaces très, très irrégulières, qui ne ressemblent pas du tout à des variétés lisses, et on va essayer de comprendre ce que c'est que ces objets-là. Alors, avant de parler de limites d'échelle, je mentionne que l'histoire sur les cartes aléatoires a en fait commencé par un résultat de Angel et Schramm, qui ont considéré non pas la limite d'échelle, mais la limite locale des cartes aléatoires. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ici, sur ce dessin, vous avez une triangulation de la sphère avec un nombre de triangles, mettons, qui est très grand. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la structure de cette triangulation quand le nombre de triangles tend vers l'infini, mais sans renormaliser les longueurs d'arête. Les longueurs d'arête vont rester toutes égales à 1. Donc une façon de comprendre la limite locale, c'est de se fixer un rayon, par exemple 2,
et de regarder le 2 voisinage, c'est-à-dire la boule de rayon 2, de la racine de cette triangulation, et ensuite faire tendre n vers l'infini. Si, quand n tend vers l'infini, le voisinage de diamètre 2 ou de diamètre k pour n'importe quel k fixé se stabilise, est une suite stationnaire, ce pour tout k, eh bien, vous obtenez une triangulation qui est décrite par la suite des boules de rayon k et qui est une triangulation infinie. Et ce que montre Angel et Schramm, c'est que si vous prenez maintenant la triangulation comme étant une triangulation choisie uniformément au hasard, eh bien, quand n tend vers l'infini, elle va converger au sens de la, disons, de la topologie que j'ai décrite avec des mots ici, vers un objet infini qui s'appelle la triangulation uniforme infinie du plan, ou UIPT pour Uniform Infinite Planar Triangulation, qui est effectivement une triangulation du plan, c'est-à-dire que vous pouvez en donner une représentation qui pave le plan tout entier, R2, sans point d'accumulation. Ce n'est pas évident, parce qu'en prenant de telles limites locales de cartes, vous pouvez avoir des objets un petit peu plus exotiques, par exemple des cartes dont la topologie est celle d'un cylindre ou d'une surface non compacte plus générale. Ce que dit ce résultat, c'est que le graphe limite que vous obtenez n'a qu'un seul bout. Autrement dit, si vous enlevez la boule de rayon K dans ce graphe, eh bien, vous n'allez avoir qu'une seule composante connexe du complémentaire qui est infinie. Alors cette construction pour la triangulation a été généralisée assez considérablement, d'abord par Krikun pour les quadrangulations, puis Stephenson pour des cartes plus générales. Il y a aussi des constructions dues à Budd et Curien de ces mêmes objets, mais qui utilisent des techniques différentes. Et bon, évidemment, ces cartes dépendent a priori un petit peu du modèle qu'on a choisi. Si vous partez des triangulations, vous allez obtenir à la limite une triangulation. Si vous prenez une quadrangulation, vous allez obtenir à la limite une quadrangulation. Néanmoins, un certain nombre des propriétés statistiques de ces objets, disons à grande échelle, par exemple si vous regardez le volume des boules, eh bien, ne vont pas dépendre du détail du modèle que vous considérez, disons au moins si les degrés d'efface restent raisonnables. Et puis je mentionne un résultat important de Ori Gurel-Gurevich et Asaf Narmias qui montre que de telles limites locales, qui sont donc des graphes aléatoires, sont presque sûrement des graphes récurrents, hein, de la même façon que les graphes plans réguliers comme Z2 ou le réseau triangulaire est un graphe récurrent. Et ça, c'était une conjecture de Angel et Schramm qui a été montrée en généralisant un résultat fameux de Benjamin Schramm qui vous dit que toute limite locale de graphe planaire avec des degrés uniformément bornés est nécessairement récurrente. La difficulté ici étant que les degrés ne sont clairement pas uniformément bornés. Alors, il y a plusieurs façons d'étudier ces objets-là, mais je mentionne une de ces façons, parce qu'elle joue un rôle très, très important, c'est que ces cartes vérifient ce qu'on appelle une propriété de Markov, qu'on appelle les processus d'épluchage. C'est-à-dire que vous pouvez découvrir ces cartes pas à pas, en imaginant, alors là je le fais sur un modèle un petit peu différent dans lequel j'explore une carte, disons, qui possède un bord infini. Donc il faut imaginer que la carte ici se situe uniquement dans le demi-plan supérieur et que je la découvre petit à petit. Donc je vais explorer une arête ici et je vais découvrir, je vais éplucher, si vous voulez, le triangle qui se situe de l'autre côté de cette arête-là. Donc j'ai deux possibilités pour ça, soit le triangle a un troisième sommet qui se situe dans l'intérieur de la carte, auquel cas, eh bien, vous voyez, je peux enlever ce triangle et puis continuer l'exploration à partir d'une des arêtes incidentes à ce triangle ou n'importe quelle autre arête. Et la deuxième situation, c'est que le troisième sommet de ce triangle en fait, se situe lui-même sur le bord. Auquel cas, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir deux composantes de la carte, une, mettons, finie de ce côté-là, et une autre infinie qui a la même loi que la carte initiale. Alors cette construction, vous pouvez l'adapter au cas de l'UIPT que j'ai donné avant. Dans ce cas-là, le bord que vous allez explorer va être un bord fini. Et
comment dire, les propriétés de cette exploration, donc qui possède cette propriété markovienne, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce que vous explorez va avoir la même loi que ce que vous exploriez à l'étape précédente, eh bien ça permet l'étude notamment des volumes des boules, comme j'ai cité avant. Donc en particulier, on peut montrer, en donnant la loi de ces deux événements précédents, que le volume d'une boule de rayon R, typiquement, est en R à la puissance 4, ce qui est évidemment pas évident, parce que si vous prenez un graphe plan, vous pouvez penser plutôt que le volume des boules va être en R carré. Donc, moralement, ces graphes ont une dimension métrique plus grande que 2. Et ce processus d'épluchage, ça vous permet d'étudier aussi un certain nombre de modèles de physique statistique sur ces cartes, notamment la percolation. Donc, il est possible de déterminer les seuils de percolation pour la percolation de Bernoulli. Donc, j'ai cité un certain nombre de travaux ici, mais je ne vais pas en parler davantage. Je vais revenir maintenant au problème de la limite d'échelle, dans lequel vous avez une grande carte, mais vous allez essayer d'approcher une surface continue. Donc je rappelle la formule énumérative. Alors, tout à l'heure, dans la formule de Todd que j'avais donnée, c'était exactement ce nombre-là, sauf qu'à gauche, j'avais considéré l'ensemble des cartes avec n arêtes. Ici, je change un petit peu la notation, je considère l'ensemble des quadrangulations avec n faces, donc un recollement uniforme de n carré ensemble. Il se trouve que cet ensemble-là est en bijection naturelle avec l'ensemble des cartes à n arêtes, donc c'est la même formule énumérative ici. Et je choisis dans l'ensemble fini formé de toutes ces quadrangulations à n faces une variable aléatoire uniforme. Donc je choisis uniformément parmi ce nombre-là. Et je le considère comme un espace métrique en munissant l'ensemble de ces sommets, V de Qn, de la distance de graphe des Qn. Et le premier résultat de limite d'échelle dans ce cadre-là a été donné par Chassin et Schaeffer en 2004 et me dit la chose suivante. Si je prends deux sommets typiques de Qn, par exemple si je les choisis uniformément au hasard parmi les n plus 2 sommets de Qn, alors la distance de graphe entre ces deux sommets va être de l'ordre de n à la puissance 1 quart, et plus précisément, la distance renormalisée par n puissance 1 quart converge en loi vers une variable aléatoire non dégénérée, c'est-à-dire à valeur dans 0 plus l'infini avec un support plein. Et enfin, une densité continue, si vous voulez. Donc, si vous voulez, ce résultat, c'est un petit peu un analogue dans le cadre des cartes du théorème central limite de tout à l'heure, si vous voulez. Et en particulier, ça nous dit que les distances typiques dans la quadrangulation sont toutes d'ordre n à la puissance 1 quart. Donc, il est naturel de considérer l'espace métrique V de Qn avec la distance de graphe renormalisée par n puissance 1 quart et de voir ça comme un espace métrique aléatoire. Et donc, on a montré dans nos travaux en fait indépendants de Jean-François Le Gall et moi-même que cet espace métrique aléatoire converge en loi quand n tend vers l'infini vers un espace métrique limite qu'on appelle la carte brownienne. Donc, je vais noter BM pour Brownian Map. Alors, évidemment, cette convergence, disons des variables aléatoires à valeur dans des espaces métriques, ce n'est pas forcément quelque chose de si canonique, mais les géomètres savent bien que l'ensemble des espaces métriques compacts, si je les vois au moins, disons, à isométrie près, eh bien, on peut le munir d'une topologie qui est la topologie de Gromov-Hausdorff. Donc, je vais dire rapidement ce que fait cette topologie. Si vous avez deux espaces métriques, disons x, d, et puis y, d', deux espaces compacts, vous voulez les comparer, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez les plonger tous les deux dans un même grand espace métrique z delta par deux isométries, disons, phi et phi'. Donc ici, je vais avoir un espace qui va avoir la forme, donc ça va être phi de y, phi' de y, et puis d'autre part, je vais avoir phi de x, mettons quelque chose comme ça. Et une fois que vous les avez plongés dans un même espace, eh bien, vous pouvez les comparer en regardant la distance de Hausdorff, qui est écrite ici. C'est le max de la plus grande distance d'un point de l'image de y à un point de l'image de x,
sup la plus grande distance de la même chose en renversant les rôles de x et y. Et si vous optimisez, si vous optimisez sur tous les plongements possibles phi et phi' dans un même gros espace métrique, vous allez obtenir un nombre. Et ce nombre, c'est la distance de Gromov-Hausdorff entre x et y. En particulier, si ce nombre est 0, ça veut dire que x et y étaient en fait eux-mêmes isométriques. Vous pouvez les plonger de façon à ce qu'ils soient un seul et même espace dans Z delta. Et ça, eh bien, c'est une topologie agréable sur l'ensemble sur les espaces métriques compacts à isométrie près. En particulier, c'est une topologie qui est séparable. Donc, vous pouvez considérer la notion de convergence en loi pour cette topologie, ça ne pose pas vraiment de problème. Alors, les propriétés de cet espace limite, en fait, étaient connues avant ce résultat de limite d'échelle, parce que, en fait, une chose qui n'est pas très compliquée ici, c'est de montrer que cet espace-là, enfin ces espaces aléatoires-là, admettent au moins des limites le long de certaines sous-suites. Ce qui est difficile, c'est d'identifier la limite. Mais donc la convergence le long de sous-suites était connue, et il était connu que, enfin, un certain nombre des propriétés des limites de ces espaces le long de sous-suites étaient déjà connues, et en particulier, donc un résultat important de Le Gall et Paulin dit que la limite est presque sûrement homéomorphe à la sphère de dimension 2, ce qui est bien le moins, c'est-à-dire que la carte brownienne est bien une surface aléatoire, en tout cas au sens topologique, c'est bien une surface. Donc Le Gall avait montré également que la dimension de Hausdorff de la carte brownienne est presque sûrement égale à 4, ce qui correspond au résultat dont j'ai parlé tout à l'heure sur la croissance des boules dans l'UIPT. Et puis, donc c'est un espace métrique. Alors il se trouve que c'est un espace métrique géodésique, c'est-à-dire que la distance entre deux points est toujours réalisée par un chemin minimisant, mais c'est un espace qui est loin d'être un espace régulier, ce n'est pas du tout une variété riemannienne, et en particulier les géodésiques ont une jolie propriété de confluence, c'est-à-dire que si vous fixez un point typique, disons, dans la carte brownienne, et que vous prenez un rayon epsilon fixé, eh bien vous allez pouvoir trouver un rayon état tel que toutes les géodésiques issues de points hors de la boule de rayon epsilon vont fusionner avant d'entrer dans la boule de rayon état centrée en X. Donc il y a une espèce de propriété arborescente des géodésiques dans la carte brownienne. Bon, et puis on a un résultat avec Angel et Kolesnik récent qui dit que cette propriété est robuste si vous variez un tout petit peu X, c'est-à-dire si vous variez X dans une boule de rayon plus petit encore que état, eh bien ces géodésiques ne vont pas bouger, disons, en dehors de la boule de rayon état. Donc c'est un espace assez singulier dont les propriétés sont loin d'être encore toutes connues. Et puis, de la même façon que pour le mouvement brownien, il y a une jolie propriété d'universalité qui a été obtenue par Le Gall et qui dit la chose suivante. Alors, bon, on avait remarqué avec Jean-François Marquer quelque temps avant que les résultats de Chassin et Schaeffer, donc sur la renormalisation de la distance entre deux points typiques, en fait, était quelque chose qui dépendait assez peu du modèle et que c'était quelque chose de très général. Donc, pour fixer les idées, si vous prenez une carte qui est une triangulation uniforme au hasard ou une carte qui est formée d'un recollement de n hexagones uniformément au hasard, alors la distance entre deux points typiques dans cette carte converge après renormalisation vers la même limite que celle de Chassin-Schaeffer à une constante multiplicative près. Et le théorème de Le Gall dit que beaucoup mieux est vrai. Si vous prenez, alors là ici on a pris des p-angulations, c'est-à-dire des cartes formées par un recollement de n polygones de degré p ensemble. Alors pour des raisons techniques, le cas p impair est plus compliqué, donc il a été obtenu néanmoins dans le cas p égale 3, des triangulations. Puis sinon on considère des polygones mais uniquement de degré pair. Alors, eh bien, cette carte uniforme, parmi ces p-angulations, avec la distance renormalisée par n puissance 1 quart et à un facteur bp qui dépend de p près, converge également vers la carte brownienne. Donc c'est un résultat d'universalité qu'on peut étendre à d'autres situations. Donc par exemple, le cas des cartes générales que j'avais mentionné au début, vous prenez une carte parmi toutes les cartes avec n arêtes, et bien celle-là converge également avec la distance de graphe vers la carte brownienne. Une chose d'ailleurs assez curieuse qu'on ne sait pas très bien interpréter,
c'est que dans le cas des cartes générales à n arêtes, la constante de renormalisation est exactement la même que pour les quadrangulations, c'est-à-dire que vous, avec la définition que j'ai donnée précédemment, vous pouvez prendre b égale 1 dans ce cas-là. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien et qui n'est pas une conséquence directe du fait que les cartes sont en bijection naturelle avec les quadrangulations. Ce n'est pas parce que vous avez une bijection naturelle que les distances vont rester les mêmes. Bon. Alors, je vais expliquer un petit peu. Il y a essentiellement deux outils dont on dispose pour étudier les cartes. Ces outils, c'est le processus d'épluchage que j'ai mentionné avant, et qui, en fait, avait permis aux physiciens théoriciens, dans les années 90, de conjecturer un certain nombre des résultats que j'ai donnés précédemment, notamment le résultat de Chassin et Schaeffer. Aujourd'hui, j'en parlerai peut-être à la fin si j'ai encore un petit peu de temps, aujourd'hui on se rend compte que beaucoup des observations des physiciens en utilisant l'épluchage peuvent être en fait rendues complètement rigoureuses, et il semble que l'épluchage soit un outil extrêmement pertinent pour étudier les limites d'échelle des cartes. Néanmoins, ce qui a rendu possible cette étude, c'est une approche assez différente qui a été initiée par Cory et Vauquelin. Donc, Cory et Vauquelin, leur motivation, c'était de donner une explication simple, bijective à la formule de Tutt. Et ils ont effectivement obtenu une interprétation à l'aide d'une bijection avec une certaine classe d'arbres décorés. Et en fait, c'est Schaeffer qui a, assez longtemps plus tard, donc Cory et Vauquelin, c'est des travaux des années 80, enfin 81 je crois même, et c'est Schaeffer qui a montré bien plus tard dans sa thèse, à la fin des années 90, que cette approche était extrêmement puissante et pouvait donner des informations sur des choses comme la métrique dans les cartes. Alors je vais montrer cette bijection parce que je pense qu'elle est très jolie et très simple à la fois. Donc on va considérer l'ensemble des arbres. Alors par un arbre, j'entends arbre plongé, c'est-à-dire un arbre dessiné sur le tableau. En particulier, cet arbre-là, ce n'est pas la même chose que cet arbre-là si j'ai enraciné l'arbre sur cette arête. Ou si vous préférez, un arbre, c'est juste une carte, mais avec une seule face. Donc j'appelle Tn l'ensemble des arbres plans enracinés avec n arêtes, et je vais munir ces arbres d'une décoration. Cette décoration, ça va être une fonction d'étiquetage qui va de l'ensemble des sommets de T dans Z, qui est nulle à la racine de l'arbre, et qui varie de O plus 1 en valeur absolue quand je vais d'un sommet U vers son voisin. Donc vous voyez facilement que le cardinal, alors c'est un résultat classique que le cardinal de Tn ici, c'est le nombre de catalans d'ordre n, donc 1 sur n plus 1 fois n parmi 2n. Et vous voyez qu'avec ces décorations, combien de choix j'ai? J'ai exactement 3 choix possibles le long de chaque arête, puisque partant de U pour arriver à V, je peux ajouter 1, soustraire 1 ou ne rien faire. Donc le cardinal de Tn, c'est 3 puissance n fois le nombre de catalans d'ordre n, ce qui, si je reviens, je ne vais peut-être pas revenir à la formule précédente, mais si vous vous souvenez, le nombre de cartes avec n arêtes, c'était 3 puissance n, n parmi 2n, fois un préfacteur qui était, pardon, n plus 1, fois un préfacteur qui était juste 2 sur n plus 2. Donc en quelque sorte, ce qui reste à interpréter, c'est ce facteur 2 sur n plus 2. Alors ce qui se passe, c'est que n plus 2, dans une quadrangulation avec n faces, c'est exactement le nombre de sommets. Donc quand on a des formules combinatoires, on n'aime pas trop diviser, parce que diviser, ça signifie quotienter par quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Par contre, multiplier, ça ne pose pas de problème. Donc vous voyez, si je multiplie par le nombre de sommets, je vais arriver à me débarrasser de ce facteur-là. Donc l'espoir, c'est que cet espace, cet ensemble Tn, peut-être avec une dernière petite décoration qui va m'expliquer ce facteur 2, eh bien, va être en correspondance avec l'ensemble des quadrangulations à n faces qui sont pointées, c'est-à-dire dans lesquelles j'ai distingué en plus un sommet. Et c'est ce que fait la bijection de Cory Vauquelin Schaeffer. Donc je pars d'un arbre qui vérifie les contraintes que j'ai dites tout à l'heure. La racine a une étiquette 0, et quand je voyage le long d'une étiquette, eh bien, je varie de plus 1, moins 1 ou 0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tourner autour de l'arbre
alors, pardon, je vais tourner autour de l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre, et à chaque fois que je rencontre un sommet, je vais le relier au prochain sommet d'étiquette strictement plus petite. Par exemple, ce sommet d'étiquette 0, je vais le relier au prochain sommet d'étiquette -1. Alors il faut, pour ça que je dise que je vais faire des sommets d'étiquette qui est la plus petite possible, -2, ceux-là je vais les connecter à un nouveau sommet qui n'appartient pas à l'image de l'arbre et qui possède l'étiquette que je veux. Donc je tourne autour de l'arbre, et vous voyez, bon, d'abord clairement je vais connecter tous les sommets d'étiquette minimale au sommet que j'ai rajouté. C'est pour ça que j'ai rajouté ce sommet-là. Et ensuite, par exemple, ce sommet d'étiquette 0, je le relie au prochain -1. Ce sommet d'étiquette 1, je le relie au prochain sommet d'étiquette strictement plus petite, c'est-à-dire 0. Et puis je revisite ce sommet une deuxième fois, donc je le reconnecte au sommet d'étiquette -1. Autrement dit, j'effectue cette opération autant de fois que le degré de chaque sommet. D'accord ? Donc par exemple, ce sommet d'étiquette -1 est relié au prochain sommet d'étiquette -2, celui-là aussi. Vous voyez que quand je fais je reviens ici, quand j'aurai refait le tour ici, quand je serai revenu au sommet d'étiquette -1, il faudra que je refasse tout le tour jusqu'à le connecter au sommet d'étiquette -2 qui se trouve là. Donc certains sommets, je vais avoir besoin de faire le tour de la racine de cette façon-là. Alors ce que ça me donne, c'est une carte, et il se trouve que cette carte est une quadrangulation. Elle est naturellement pointée puisque j'avais distingué un des sommets, c'est celui que j'ai rajouté au début de ma construction, et elle est naturellement enracinée en la première arête que je trace par cet algorithme-là. Simplement, pour des raisons que je n'aurai pas le temps d'expliquer ici, il y a dans cette construction une ambiguïté dans l'orientation de l'arête, et cette ambiguïté me donne exactement le facteur 2 dont j'avais besoin précédemment. Alors voilà, donc ça c'est une très jolie, enfin je veux dire, c'est une très jolie construction, c'est de Cory Vauquelin. Maintenant, ce qu'elle nous dit, c'est en fait, peut-être de façon un peu surprenante, c'est qu'elle donne beaucoup plus. C'est-à-dire que les étiquettes, alors ça se voit peut-être pas, mais entre cette image et la suivante, j'ai décalé toutes les étiquettes de façon à obtenir des étiquettes positives partout. C'est-à-dire que j'ai pris l'étiquette du sommet de plus petite étiquette et j'ai soustrait cette étiquette à tout le monde. Autrement dit, j'ai ajouté 3 à tous les sommets. Donc vous voyez, par exemple, la racine maintenant se trouve avec une étiquette 3. Eh bien, il se trouve que ces étiquettes ne sont rien d'autre, donc après décalage, quand j'ai décalé par l'inf des étiquettes plus 1, après décalage, ces étiquettes me donnent exactement la distance de graphe au sommet distingué. Donc, par exemple, vous voyez que ce sommet ici est à distance 1, 2, 3 du sommet distingué. Donc la bijection me donne à la fois une façon de construire les cartes. D'ailleurs, si vous voulez tracer une carte par ordinateur, le faire avec cette bijection, ça peut être quelque chose d'assez malin, parce que générer des arbres, c'est quelque chose qui est très facile, et générer les étiquettes, c'est guère plus difficile. Vous avez juste à choisir une variable aléatoire sur chacune des arêtes de l'arbre. Et donc non seulement vous pouvez générer une carte, mais en plus vous avez une information des distances de chacun des sommets vers la racine. Alors du coup, ça vous donne une sorte de boulevard pour essayer d'étudier les propriétés des limites de cartes aléatoires, qui est, dans un premier temps, on peut essayer de comprendre la limite d'échelle des arbres aléatoires décorés par ces étiquettes, et dans un second temps, on peut espérer avoir une sorte de version continue de cette bijection de Cory Vauquelin-Schaeffer, qui va reconstruire la carte en identifiant, disons, certains des points de l'arbre limite. Alors c'est effectivement comme ça qu'on peut faire. Alors je vais peut-être passer relativement vite sur ces transparents, mais les outils qui interviennent ici sont des objets maintenant assez classiques en probabilité. Notamment si vous prenez un arbre, donc peut-être pour fixer les idées, pour m'arrêter un petit peu, le but était de comprendre la structure d'une quadrangulation uniforme. Et par la bijection de Cory Vauquelin-Schaeffer, on sait que ça, c'est la même chose qu'un arbre uniforme parmi les arbres plans décorés. Mettons plus un sommet distingué que je vais ignorer ici. Donc la bijection de Cory Vauquelin-Schaeffer nous dit que étudier ces objets, c'est la même chose que d'étudier les arbres décorés que j'ai définis précédemment.
Mais donc si vous prenez une variable aléatoire uniforme de ce côté-là, vous allez prendre également une variable aléatoire uniforme de ce côté-là. Donc ce que vous pouvez vous demander, alors comme par ailleurs le nombre de décorations possibles est toujours 3 à la puissance n, quel que soit l'arbre que j'ai ici, bah vous pouvez aussi dans un premier temps oublier les décorations et regarder uniquement l'arbre Tn ici. Alors, quand n tend vers l'infini, la structure de l'arbre Tn, c'est quelque chose qui est bien connu depuis notamment les travaux de Aldous. Vous voyez, si je munis maintenant l'ensemble des sommets de Tn de la distance de graphe et que je renormalise, cette fois non pas par n puissance 1 quart, mais n puissance 1,5, eh bien on a convergence au sens de Gromov-Hausdorff de cet arbre vers un arbre limite, qu'on appelle l'arbre continu brownien d'Aldous. Et une interprétation possible de ce résultat, c'est pas très compliqué, c'est de dire qu'un arbre, bah, c'est la même chose en fait qu'une marche aléatoire. Vous voyez qu'un arbre, je peux le développer en prenant son processus de contour, qui est juste la hauteur, disons, à l'instant t d'une particule qui voyagerait autour de cet arbre à vitesse unité. Et bah, de la même façon, si vous prenez un arbre uniforme, ça veut dire que vous avez choisi une marche aléatoire uniforme, avec la contrainte, bien sûr, que cette marche reste positive et qu'elle revient en zéro à un instant qui est deux fois le nombre d'arêtes. Donc c'est ce que j'ai écrit sur ce transparent-là. Et en fait, c'est très facile, je ne vais pas le faire en détail ici, mais c'est facile de coder la métrique de l'arbre en termes de la marche aléatoire. Parce qu'un arbre est un arbre. Il n'y a qu'un seul chemin entre deux sommets. Pardon, excusez-moi, il n'y a qu'un seul chemin entre n'importe quelle paire de sommets. Ça fait que les distances sont faciles à caractériser en termes de la marche qui est ici. Et bah, la marche qui est ici, modulo le fait que c'est une marche conditionnée à être positive, vous voyez que ça va se comporter comme une marche aléatoire de longueur 2n, c'est-à-dire que la renormalisation de cette marche va être en racine de n, comme dans le théorème central limite. Et effectivement, quand n tend vers l'infini, vous pouvez décrire la limite de Tn en termes de l'objet limite correspondant à la marche positive que j'ai indiquée tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle une excursion brownienne normalisée. Et bon, je vais passer un petit peu la construction précise, mais en tout cas, vous obtenez un arbre continu qui, de la même façon que la carte brownienne, donc géométriquement, ça s'appelle un R-arbre. Ça veut dire que n'importe quelle paire de sommets dans cet arbre est reliée par une géodésique, c'est-à-dire un unique chemin isométrique à un segment réel. Mais d'un autre côté, c'est un objet très irrégulier et touffu, dont voici deux simulations. Et puis si maintenant vous vous intéressez à la limite de l'arbre avec les décorations, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que le long d'une branche de l'arbre Tn, comme chaque arête est munie d'une variation d'étiquette qui est plus 1, moins 1 ou 0, eh bien, le long d'une branche, vous êtes juste en train d'observer une marche aléatoire dont la longueur est donnée par la longueur de la branche. Autrement dit, quand n tend vers l'infini, la marche aléatoire le long de cette branche renormalisée par la racine carrée de la longueur de la branche, c'est-à-dire la racine de n, d'où le n puissance 1 quart, eh bien, va converger vers un mouvement brownien le long des arêtes, si vous voulez, de l'arbre brownien. Donc, on peut formaliser ces choses-là de façon un petit peu plus précise, mais je ne vais pas le faire ici. Donc l'objet limite, c'est ce qu'on appelle parfois le serpent brownien, qui a été introduit par Le Gall, même s'il a plusieurs noms dans ce contexte-là. Ça s'appelle parfois aussi, on peut le voir comme un bruit blanc sur l'arbre brownien. Alors une fois que vous avez construit cet objet limite, donc ici j'ai dessiné une petite caricature de l'arbre brownien, donc il faut imaginer que ici vous avez l'arbre brownien, et en plus, sur cet arbre brownien, vous avez une fonction d'étiquetage que j'ai appelée Z. Donc chaque point de l'arbre brownien est muni d'une étiquette Z, qui est la limite des étiquettes des arbres discrets ici. Et vous pouvez mimer la définition de la bijection de Corey-Vauquelin-Schaeffer. C'est-à-dire que vous allez maintenant identifier, ou si vous préférez, relier deux sommets par une arête de longueur nulle, puisque si vous vous souvenez de la bijection de Corey-Vauquelin-Schaeffer, quand j'ai un sommet d'étiquette L, je dois le relier par une arête au prochain sommet d'étiquette L-1. Donc évidemment, dans la limite d'échelle,
la longueur des arêtes va dégénérer en 0, donc je vais identifier des points, et je vais relier un sommet d'étiquette Z au prochain sommet d'étiquette Z également. Le moins 1 va disparaître également. Donc on peut formaliser ça. Donc identifier dans l'arbre brownien tous les points toutes les paires de points A et B dont l'étiquette est identique est telle que dans le contour entre A et B, je ne rencontre que des étiquettes strictement plus grandes. Ça ça induit une relation d'équivalence sur l'arbre, et le quotient de l'arbre par cette relation d'équivalence, c'est la carte brownienne. Bon, pour laquelle je n'ai pas expliqué par ailleurs comment vous construisez effectivement la métrique, mais disons qu'il y a une bonne notion de métrique quotient en général. Donc ça vous dit un petit peu comment on peut construire la carte brownienne. Donc je ne vais pas en dire tellement plus. Alors mon exposé s'appelait un panorama, donc je voudrais maintenant donner rapidement quelques extensions de ce résultat. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez maintenant prendre des cartes où vous faites varier la topologie. Tout à l'heure, j'avais pris des cartes sur la sphère, mais vous pouvez vous amuser à prendre des cartes dans le plan ou des cartes avec des bords. Et il se trouve que chacun de ces objets a un rôle intéressant à jouer dans l'étude de la carte brownienne. Donc un exemple ici, c'est si vous prenez une quadrangulation à bord, c'est-à-dire toutes les faces de la carte vont être des carrés, à l'exception peut-être d'une face, qui ici est la face qui est située à gauche de la racine, qui elle est de degré quelconque. Alors ici, pour me simplifier un tout petit peu la vie, ça peut apparaître comme une complication, mais en réalité ça simplifie plutôt les choses. Je ne demande pas que la face externe ait un bord simple, en particulier il peut y avoir des points de coupe ici ou des isthmes. Voilà, donc je prends cet objet uniformément au hasard, donc je le cite ici, donc je prends une quadrangulation uniforme parmi les cartes possédant n faces quadrangulaires et dont le bord est de longueur L. Alors ce qui se passe, c'est que selon la façon dont la taille du bord évolue avec n, vous allez avoir plusieurs limites possibles. Et donc dans un travail avec Jérémy Bettinelli, on a montré que quand vous renormalisez, alors oubliez le 8/9 puissance 1 quart, tout à l'heure je ne l'avais pas mentionné, c'est juste un facteur d'échelle. Donc on a montré que si vous munissez l'ensemble des sommets de la distance de graphe renormalisée par n puissance 1 quart, eh bien vous avez convergence, quand n tend vers l'infini, vers une famille à un paramètre d'objets limites, qu'on appelle les disques browniens de périmètre L, où L est la limite du périmètre sur racine de 2n. D'accord ? Autrement dit, ce que je dis, c'est que vous prenez une quadrangulation aléatoire avec un périmètre de longueur L racine de 2n et avec un nombre de quadrangles qui est égal à n. Eh bien, ceux-ci convergent quand n tend vers l'infini vers un disque. Et il se trouve que cet espace limite a bien la topologie du disque. Je vais y revenir dans un instant. Et donc je voudrais mentionner que ces objets jouent un rôle important dans des travaux récents, notamment de Le Gall, Miller, Sheffield, Gwyn. Alors, je ne vais pas expliquer ça. Par contre, je vais parler un tout petit peu de ce travail de Gwyn et Miller, qui dit la chose suivante, c'est vous prenez une carte aléatoire et vous prenez dans cette carte aléatoire une boucle auto-évitante, disons, vous prenez une boucle auto-évitante. Donc vous avez un couple qui est une quadrangulation, mettons, muni d'une boucle auto-évitante Ln. Ce qui se passe, c'est que quand vous découpez cette quadrangulation le long de la boucle, vous allez ouvrir cette quadrangulation en deux disques qui ont été collés les uns aux autres. Et si vous voulez, le théorème qui est mentionné ici, bon, modulo le fait que les bords des disques sont des bords simples, eh bien, vont converger vers deux disques browniens de même périmètre. Et en fait, Gwyn et Miller ont montré qu'à la limite, si vous prenez ces deux disques et que vous les recollez ensemble en prenant un quotient d'espace métrique, eh bien, vous obtenez, donc si vous prenez deux disques browniens et que vous les recollez, eh bien, vous allez obtenir une sphère aléatoire munie d'un chemin auto-évitant. Ce qui n'est pas du tout un résultat trivial, parce que les
les bords de ces disques sont des bords fractales. La dimension, si vous voulez, du bord du disque brownien est pas 1. Ce sont des courbes fractales, et du coup, le recollement métrique de ces objets est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Bon, alors ici, je mentionne les propriétés du disque brownien. Donc le disque brownien est bien homéomorphe au disque unité, comme on peut s'y attendre. La dimension de Hausdorff, c'est la même que la carte brownienne, et la dimension de Hausdorff du bord, comme je viens de le mentionner, c'est quelque chose de strictement plus grand que 1, c'est 2. Puis bon, vous avez des façons de faire dégénérer ces disques browniens quand L tend vers 0 ou vers l'infini. Vous voyez que quand L tend vers 0, ça signifie que le bord ici est très petit par rapport au nombre de quadrangles. Autrement dit, le bord va jouer le même rôle qu'une des faces de l'intérieur, et la carte va dégénérer vers la carte brownienne. A l'inverse, si le bord est trop grand, eh bien l'espace va avoir tendance à se replier et à ressembler à un arbre, et il se trouve que la limite, c'est l'arbre brownien d'Aldous, si le bord est très grand. Bon, je crois que mon temps est épuisé, donc je voulais mentionner également des résultats dans les cas non compacts. Donc vous avez, si vous voulez, vous avez d'autres versions de la carte brownienne pour à peu près toutes les surfaces que vous pouvez imaginer. Donc vous avez une version planaire, donc une carte brownienne mais homéomorphe au plan. Et puis bon, vous avez tout un zoo de limites d'échelle. Bon, je mentionne très rapidement ce travail avec Erich Bohr et Gura Brahe, qui dit que vous avez des versions du demi-plan brownien que vous pouvez obtenir comme des limites d'échelle du disque brownien quand vous zoomez en quelque sorte près du bord et que vous faites tendre le volume du disque vers l'infini. Mais ici, je n'ai pas trop le temps d'en parler. Et je vais juste conclure en ouvrant peut-être quelques pistes. Alors, voilà. Donc, dans les années récentes, disons depuis 2015, il y a eu une approche complètement différente de la carte brownienne qui a été développée notamment par Miller et Sheffield, parfois en collaboration avec Duplantier, Gwyn et d'autres, qui consiste à construire la carte brownienne à l'aide d'un objet qui s'appelle le champ libre gaussien. Donc pour fixer les idées, vous prenez un domaine du plan, par exemple le disque unité D, et vous prenez cet objet qui s'appelle le champ libre gaussien, ou une version, disons, de ce champ. Et en fait, une des motivations, une des constructions possibles de la carte brownienne qui avait été suggérée par la physique, c'est de prendre la métrique riemannienne, qui est égale à exponentielle de gamma h fois dx2 plus dy2. Alors le problème, c'est que cette métrique n'a pas de, pour un paramètre gamma fixé. Le problème, c'est que cette métrique n'a pas de sens en soi, parce que h, le champ libre gaussien, n'est pas une fonction, c'est une distribution aléatoire. Et en particulier, prendre son exponentielle n'a pas vraiment de sens. Néanmoins, donc Miller et Sheffield ont été capables d'interpréter cette métrique, ou en tout cas de construire une métrique de construire une distance dont une des interprétations est qu'elle est donnée par cette formule-là. Et dans une série de travaux assez monumentales, donc ils ont montré que cette métrique qu'ils avaient construite avait la même loi que la carte brownienne. Alors cette construction est très intéressante parce qu'elle vous permet de donner en quelque sorte une construction canonique de la carte brownienne comme une fonction aléatoire définie sur un domaine fixé plutôt qu'un espace métrique défini à isométrie près qui vit dans un espace abstrait. Et en particulier, cette chose-là vous permet de définir par exemple des processus SLE où vous pouvez définir un mouvement brownien sur la carte aléatoire. Il suffit de prendre un mouvement brownien dans le disque et d'en prendre la trace sur la carte aléatoire. Vous pouvez définir des processus SLE en particulier dans le travail de Gwyn et Miller que j'ai mentionné tout à l'heure sur le recollement de deux disques browniens, eh bien, ils interprètent cette limite, donc cet espace recollé,
comme étant une carte brownienne munie d'un SLE 8 tiers, donc qui est vraiment l'analogue dans le monde des cartes aléatoires de cette fameuse conjecture qui dit que si vous prenez une marche aléatoire auto-évitante dans le plan, la limite d'échelle doit être un SLE 8 tiers. Donc la morale, c'est que quand vous transportez cette conjecture dans le monde des cartes aléatoires, eh bien, vous obtenez quelque chose de plus abordable, même si, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ces preuves sont assez compliquées. Voilà, bon, excusez-moi pour cette fin un petit peu floue, et je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.